Y a-t-il une première remarque d'ores et déjà? Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir le micro pour monsieur, s'il vous plaît? Ici, s'il vous plaît. Levez-vous, comme ça elle va vous voir tout de suite. Voilà, c'est pour monsieur. Oui, on a parlé assez de la tentation eugénique. Et avec le danger, et vous l'avez assez remarqué, je me suis laissé dire qu'il y avait un bon et un mauvais eugénisme. Qu'en est-il? Alors c'est une question qui est posée parce que il y a le mauvais eugénisme, Staline, machin, Hitler, etc. Et il y aurait un bon eugénisme en vue d'une amélioration de la race humaine. J'ai beaucoup de doutes. Lequel d'entre vous souhaite... Est-ce qu'il y a un mauvais eugénisme et un bon eugénisme? Oui, mais là, monsieur vous pose une question à... Je sais pas, qui se sent... Je sais pas. Vous avez mis les pieds dans le plat dès le début. C'est difficile votre question en fait. C'est difficile votre question parce que on est partagé entre finalement ce que l'on a envie en tant que médecin finalement d'éviter de la souffrance, donc de sélectionner certains caractères et éventuellement d'en faire le diagnostic, de les identifier et auquel cas de les prévenir, donc de quelque part de faire un tri, une sélection. Donc, et ça c'est quelque chose que l'on fait finalement au quotidien. Et puis d'imaginer une société où ce que l'on a vu, les dérives pas si lointaines finalement de la Shoah, où au niveau d'une société ou d'une dérive, eh bien on sélectionne, on élimine, donc qui est une perversion complète du système, quoi. Donc c'est vrai que autant on peut avoir une réponse très claire par rapport à la deuxième position, autant pour la première, c'est vrai qu'on fait quand même une sélection quelque part au quotidien nous, en médecine aujourd'hui. Voilà. Non, moi je ne ferai pas une autre réponse. Je crois quand même qu'il n'y a pas de bon eugénisme, mais je me demandais ce qu'il y avait derrière la tentation eugénique, puisque vous avez repris cette expression. Et je crois qu'il y a une conception réductrice de l'humain qui consiste à croire, ce que ne croit justement pas le généticien, que l'homme est tout entier le produit de ses gènes. Moi, j'avoue que l'idée de rencontrer un jour mon double génétique, mon clone, dans une rue de Saint-Brieuc, ne m'effraie nullement. Je m'adresserai à lui comme à n'importe qui. Je lui demanderai comment allez-vous, mon cher Claude, et je serais aussi curieux de connaître ses idées, ses sentiments, sa personnalité, que les sentiments, les idées, la personnalité de quiconque. Je ne supposerai pas que je suis lui ou qu'il est moi. Donc, je veux dire, les fantasmes liés ici au clonage génétique sont liés, et peut-être est-ce la même chose pour la tentation eugéniste, à une conception, je crois, fantasmatique de la personne. Mais qu'est-ce qui nous fait finalement l'histoire, le langage, les relations avec les autres, les petits et les grands événements de la vie? L'homme n'est pas le produit de ses gènes, et je citerai pour terminer un biologiste, généticien d'ailleurs, si je ne me trompe, François Jacob, prix Nobel, auteur notamment d'un livre que les philosophes aussi lisaient il y a une quarantaine d'années, à l'époque de sa parution, La logique du vivant. François Jacob écrit dans ce livre, le cheval est programmé pour galoper, le chien est programmé pour aboyer, l'oiseau pour voler, l'homme, lui, est programmé pour apprendre. Et quand on arrive à l'homme, montrait-il, le programme s'ouvre. Il définit non plus des caractères entièrement déterminés, mais des potentialités dont la réalisation est fonction de l'aventure individuelle et de ses interactions avec un milieu affectif, social et culturel. Monsieur ici. Ah bah monsieur a déjà un micro, d'accord. Oui, j'ai déjà le micro, excusez-moi. Ça sera ici après. Voilà.
Merci, allez-y. Alors, moi, j'aimerais juste avant, puisque nous sommes en train de discuter, déjà des tas de mots sont employés, moi, j'aurais deux questions à vous poser d'ordre sémantique, en fait. Il faut être bien sûr que nous parlons de la même chose. Donc, je vais vous demander de me définir deux choses. Qu'est-ce que l'eugénisme? Première définition, parce qu'on parle d'eugénisme, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ensuite, le sujet de ce soir, c'est médecine préventive, test génétique. Qu'est-ce que la médecine? Parce que moi, j'ai ma propre définition que je peux vous donner si jamais vous voulez. On veut bien. Alors, je vais vous la donner. C'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour prévenir, guérir, soulager les malades et leurs infirmités par des moyens thérapeutiques. Voilà la définition que j'ai de la médecine. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, je vous rappelle le principe, c'est que c'est vous qui nous donnez votre avis. Encore une fois, c'est voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vous qu'on vient entendre. On vous a proposé ces trois échanges pour vous forger une idée ou pas d'ailleurs, hein, parce que comme j'ai dit au début, votre idée aura changé, elle se sera renforcée ou ça n'aura rien modifié du tout. Ce n'est pas un débat avec les trois personnes. On veut savoir votre avis à vous sur cette question. Excusez-moi. Non, mais vous excusez pas. Vous m'avez mal compris. J'ai dit vous, je ne m'adressais nullement aux trois personnes qui sont devant, bien entendu. Ah, bah. Mais à toute personne qui aura la bonté de bien vouloir répondre à mes questions. Très bien. Ah bah non, mais merci de cet éclairage. Quelqu'un dans l'Assemblée a-t-il une réponse ou un élément de réponse sur ces deux questions de monsieur? Alors, juste à côté, madame, voilà. Et après, monsieur ici veut parler. Je veux bien répondre à continuer l'échange avec mon voisin de derrière, parce que je pense que c'est une question fondamentale sur la place de la médecine dans notre société, dans les enjeux de la révision des lois de bioéthique, y compris dans la médecine prédictive. Et le médecin qui nous a parlé tout à l'heure, j'ai bien entendu que dans la médecine prédictive, le médecin reste le médecin du colloque singulier. Il reste le médecin du malade. Il reste le médecin qui va rendre compte avec son malade dans l'alliance thérapeutique et dans la logique de confiance entre le médecin et son malade, quelque chose de sa vie, de sa maladie va se dire. Par contre, dans les enjeux de la révision des lois de bioéthique aujourd'hui, pas forcément uniquement dans la médecine prédictive, mais dans la médecine qui se mettrait au service de quelque chose qui n'est plus la maladie. Comme il a été dit tout à l'heure, avec son arsenal vient d'être dit tout de suite, avec son arsenal de diagnostic, de savoir scientifique, au service d'une relation singulière, parce qu'une personne se dit malade et vient voir le médecin. Là, la médecine, dans la société, et c'est un enjeu fondamental, glisse et change de paradigme. Où est, je m'excuse, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais où est la maladie, et je ne porte pas de jugement, mais où est la maladie dans le cas d'une femme seule qui demande une procréation médicale assistée, ou un couple de femmes ou un couple d'hommes qui demande un enfant, qui manifeste un désir d'enfant. Où est la maladie? Et donc, où est la réponse de la médecine? Là, la médecine change de lieu dans notre société, et c'est un enjeu fondamental. Qu'est-ce que la médecine? Alors, madame ici veut réagir. Oui, mais elle veut réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Encore une fois, je vous dis, on essaye de privilégier ce débat entre vous. Alors, je trouve que votre question est très intéressante pour demander où est la médecine aujourd'hui. Et pour le diagnostiquer, moi, j'aimerais bien qu'on nous dise un petit peu les enjeux au niveau des laboratoires pharmaceutiques en termes de chiffrage économique, parce que souvent l'économique aussi décide des nouvelles orientations. Dans les programmes de recherche des laboratoires pharmaceutiques, je voudrais savoir si la place accordée à la médecine prédictive devient plus importante que celle accordée au programme de recherche thérapeutique. Et dans ces cas-là, on aurait déjà une indication d'un glissement
de la médecine, pour moi, thérapeutique, vers la médecine prédictive au service d'autres enjeux que ceux de soigner prioritairement les gens malades. Alors, monsieur qui, depuis tout à l'heure, patiente, on va lui donner la parole. Levez-vous, s'il vous plaît, merci. Je voulais faire juste une remarque. Près de la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce possible, dans le cas d'un test génétique, lorsqu'on s'aperçoit de la fin inéluctable du patient, serait-ce possible de ne pas lui communiquer, sauf à sa demande particulière, parce que ça ne change pas grand-chose, en fait. Oui, très clairement, oui. Oui. Monsieur, hop, voilà. Juste Monsieur. une précision, c'est tout à fait possible dans les cas particuliers où on estime que l'état du patient, c'est en fonction de l'état du patient. Si on estime qu'il est peut-être pas en mesure d'entendre, enfin en mesure même d'évoquer ça avec lui, c'est tout à fait possible. Sinon, c'est un refus de sa part. Oui, moi je voudrais apporter une contribution en termes de probabilité, parce qu'on ne parle pas beaucoup de notion de probabilité, c'est un peu objectif la probabilité. Je rappelle que la médecine n'est pas chargée de guérir, elle est chargée d'appliquer des moyens. Il n'y a pas d'obligation pour le médecin d'arriver à un résultat, je vous rappelle. Donc il y a déjà des probabilités dans ce que fait le médecin, même pour gagner un rhume, même pour ça. Donc, ce qu'on a dit dans les tests aussi, c'est en termes aussi de probabilité, il n'y a pas de certitude. Donc, ça me fait un peu bizarre quand j'entends notre ami le philosophe parler de qu'est-ce qui va donc arriver à la personne à qui on va dire ça. Ben, pourquoi il ne continue pas à parler en probabilité? On est sûr de rien, ce qui va arriver. Dans tout ça, on est en probabilité. Continuons à utiliser les probabilités et à dire il y a plus de chances que ça évolue positivement, il y a plus de chances que les personnes vont réagir dans leur vie, sachant qu'il y a ceci ou sachant qu'il y a cela, il y a plus de chances que l'État va orienter les recherches de telle et telle manière, voyant qu'il y a toute une série de personnes qui sont concernées, etc. etc. Vous voyez, parlons pas de morale avant d'avoir parlé de probabilité. Oublions nos opinions personnelles, regardons quelle est la probabilité et qu'est-ce qui peut arriver avec cette probabilité-là. Est-ce que je peux répondre là-dessus tout de même? Oui, mais je voudrais quand même répondre sur ce point, puisque vous vous adressiez en particulier à moi. Dans le cas de la prédisposition au cancer du sein, au cancer familial du sein, il y a une marge d'incertitude. Le seul problème, c'est que les patientes confondent parfois prédisposition et prédestination. Bien. Mais dans le cas du test présymptomatique concernant la chorée de Huntington, il n'y a aucune incertitude. N'est-ce pas? Si vous passez le test, vous savez à 100% ou que vous êtes porteur ou que vous ne l'êtes pas. Donc la question est bien après, comment vivre avec cette certitude? Il y avait, samedi dernier, je termine à Rennes, une réunion de même nature. Après un exposé très proche de celui que j'ai fait aujourd'hui, une dame est venue m'attendre, longuement d'ailleurs, après la réunion, et m'a dit « Monsieur, vous venez de décrire ce qui arrive à ma nièce depuis 25 ans. » Elle a appris qu'elle était porteuse après avoir longuement hésité à être candidate au test ou à ne pas l'être. Et de ce jour, ce sont ces termes, ça remonte à 4 jours, donc je les ai encore en mémoire, elle s'est arrêtée de vivre. C'est-à-dire qu'elle a cessé toute fonction professionnelle, elle a abandonné tout projet affectif, enfin, etc. Voilà. Donc ça existe. Mais que certains se débrouillent de ce savoir-là, que certains fassent avec ce savoir-là, que certains s'arrangent de cette certitude, ça je ne le nie pas. Voilà. Simplement, il y a un savoir avec lequel on peut vivre et un autre avec lequel on ne peut pas vivre. Et cela varie d'une personne à une autre. Monsieur au fond, là-bas. Oui, suis-je totalement hors sujet si je remarque que sans avoir fait aucun test génétique de quelque nature que ce soit, et je ne suis pas demandeur, j'ai une certitude avec laquelle je vis très bien, c'est que je mourrai. Il y a des chances, effectivement. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas ce soir. Je le dis comme ça, sans certitude. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, je reprends, excusez-moi. Je crois qu'il y a une tentation permanente de recherche de bonheur. Et le bonheur, on le fabrique avec son ADN, mais aussi avec autre chose. Moi, je peux vous citer une chose. C'est que ma fille est née trisomique. Elle a 53 ans.
et elle est heureuse. Et je vois plein de gens qui ont tout pour être heureux, comme vous l'avez dit, et qui sont malheureux comme les pierres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est clair. Mais si, et je vois ma fille qui a attendu 2 enfants, eh ben, si vous saviez les pressions qu'il y a eu du fait qu'on savait que sa sœur était trisomique. Et là, je pense qu'il y a toute une finalité derrière et une idéologie, et c'est ça que je dénoncerai, beaucoup plus qu'autre chose. Quelle finalité, quelle idéologie, quel être nous voulons pour le siècle qui vient? C'est plus au lieu de dire quel monde dans lequel on veut, et ça j'y tiens, à ce monde qui soit bien, qui soit beau, mais quel être nous voulons pour ce monde, dans ce nouveau monde? Est-ce que c'est un non-être qui sera remplacé par une machine? À la limite, vous allez avoir un conseil d'administration avec 5 robots et un être humain, et tout le monde va dire, démocratiquement, qui est contre les robots? Ben, c'est clair. Au revoir. Merci. Allez-y. Voilà, bah justement, ça tombe bien parce que je vais réagir un petit peu à ce que vient de dire la personne qui vient d'intervenir. Je trouve ça intéressant aussi de décentrer un petit peu le débat. On en fait une question de décision personnelle ou de décision familiale. Et je trouve ça intéressant de aussi poser la question selon une décision de société. C'est-à-dire que ça part d'un présupposé positif. On voit le dépistage génétique, c'est le présupposé positif d'avoir des enfants en bonne santé ou de pouvoir informer sa famille, d'être dans une démarche de bien-être et de soins. Mais comme le disait le philosophe, il y a aussi un droit à ne pas savoir. Et est-ce que nous, en tant que société, en tant qu'individus, nous sommes prêts à respecter totalement, sans pression, sans culpabilisation, le droit de ne pas savoir de certaines personnes, alors qu'elles auraient la possibilité finalement de savoir? Est-ce que un grand-père ou une grand-mère est capable d'accepter le droit de ne pas savoir de sa petite fille porteuse, par exemple, du gène de la myopathie de Duchenne? Est-ce qu'ils peuvent accepter cela sans exercer de pression et lui dire que par sa faute, parce qu'elle ne souhaite pas savoir, elle va créer le malheur de son enfant? Donc voilà, je trouve que c'est un questionnement important, c'est-à-dire que c'est pas que l'affaire des autres, c'est aussi notre affaire propre, de savoir comment sommes-nous prêts à accueillir les conséquences d'une légalisation dans le domaine. Merci. D'autres réactions? Monsieur. Pourquoi, à l'occasion d'un test génétique de grossesse, le médecin fait-il signer à la femme qui attend l'enfant, si elle refuse le test, une décharge? Notre juriste va tenter d'y répondre. J'ai pas forcément tous les éléments de réponse, mais c'est toujours pareil, c'est qu'on est dans une logique aussi, on veut se protéger. Si la personne se fait ensuite poursuivre en justice parce qu'elle n'a pas averti, etc., au moins la personne est certaine que voilà, le médecin, il est sûr qu'il avait informé, que la personne a refusé, mais que c'est plus sa question, parce que voilà, c'est le problème des contentieux, du contentieux en matière médicale qui a explosé, c'est vrai, ces dernières années. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. La médecine prédictive, je ne sais pas si on entend bien, la médecine prédictive s'inscrit par nature dans une démarche d'anticipation, avec donc fatalement un focus sur les périodes néonatales et même prénatales, par la pratique, enfin c'est imagé par la pratique ou la manipulation du tube à essai. Et la question est la suivante. Dans ce contexte de manipulation du tube à essai, jusqu'où aller dans cette voie? Avec quelle place pour l'homme? Quand on voit par exemple, c'est une illustration, je lisais dernièrement le livre du professeur Jean-Louis Touraine, qui passe régulièrement sur les plateaux de télévision, euthanasiste affirmé si ce n'est acharné, et d'ailleurs également passionné de prélèvement d'organes, ça fait frémir d'ailleurs quand on y pense.
Ce professeur écrit dans son livre Hors de la bulle, « Le jour viendra entre le début en tube et la fin en couveuse où il ne sera plus indispensable au fœtus de transiter par un utérus féminin. » Voilà ce qu'il écrit. Il me semble que ces propos sont totalement dans un contexte de ce qu'on appelle le transhumanisme, et même de post-humanisme, où l'homme n'est plus nécessaire à sa propre reproduction, puisqu'il y a des machines, il y a des cerveaux électroniques qui sont capables de le faire, et de s'affranchir du besoin de l'homme. C'est fantastique, sans doute, c'est effrayant également. Il me semble, moi, que dans ce contexte, il est très très important, puisqu'il s'agit bien ici de la révision de la loi bioéthique. Je replace les choses dans le contexte. Dans cette course folle à la science, course technologique également, mondiale, vous l'avez bien dit tout à l'heure, je crois, moi, que dans le contexte de cette révision de la loi bioéthique, la France a un devoir d'exemple à l'égard des autres pays, de modération, je pense, le cas échéant, de lanceur d'alerte également, avec cette capacité à pouvoir dire, peut-être de façon ultime, et malgré les énormes défis, encore une fois, de la pression scientifique, de la pression technologique, de la pression business également, cette capacité à pouvoir dire de façon ultime, stop. Voilà quelques pistes, je pense, pour la révision de la loi bioéthique. Merci. Merci à vous. Y a-t-il des réactions à ce qui vient d'être dit ou d'autres choses, Ah, là-bas, sur le côté. Mais madame, vous pouvez aussi intervenir, il y a 2 micros, vous inquiétez pas. On va être galant, on va laisser à madame le droit d'intervenir, et monsieur parlera à son tour après. Allez-y, madame. Tout d'abord, merci pour toutes ces conférences de ce soir. Je voulais vous dire que par rapport à l'intervention d'avant, je ne suis pas d'accord tout à fait avec l'idée qu'on doit avoir des débats de société. Bien entendu que si. Mais on doit se référer à l'être humain, premièrement. Donc on fait du dépistage, oui, mais pour quel but? Pour dire à quelqu'un qu'il va être malade, oui. Est-ce qu'on peut lui proposer un traitement? Sinon, on ne peut pas lui proposer un traitement. Il faut qu'on sache de façon personnalisée comment il peut, entre guillemets, encaisser ça. Et ça, c'est notre travail d'être humain et pas un travail de société, de dire, oui, on va dépister. Le monsieur qui a parlé est vraiment exceptionnel, de dire, ma fille trisomique est très heureuse. Or, le dépistage de trisomie, il est vraiment très mis en avance en disant, mais si vous avez un enfant trisomique, il va être pas bien. Or, c'est faux. La vie de chacun a sa valeur. Il faut partir de ça. Donc, quand la vie d'un être humain a une valeur, il faut donner cette valeur. Donc, voilà. À partir de là, nous, moi, je parle en tant que médecin, on doit les accompagner pour dépister des maladies s'ils le souhaitent, en les informant bien, en toute connaissance des causes et dépistage de la maladie. Et par rapport à ce qui a été dit, comment on peut découvrir une autre maladie si on cherche une précise, on ne peut pas si on fait des recherches vraiment bien fondées. Donc le malade donne le consentement pour rechercher l'hémochromatose, on ne peut pas par hasard lui découvrir l'Huntington, sauf si on recherche dans son ADN autre chose. À ce moment-là, on l'informe, mais on doit le connaître. Et ici, on arrive à la médecine personnalisée, parce que si on oublie l'être humain, donc la personne unique, on va faire juste un débat de société. On arrive justement dans le débat de transhumanisme où on décide, nous, comme des dieux, quand la vie commence, quand la vie doit s'arrêter. À ce moment, la révision de la loi bioéthique, ça va être euthanasie et puis toutes les procréations médicalement assistées de toutes sortes. Et on va être effectivement, comme mon collègue d'avant me disait, remplacé par des machines. Or, ce n'est pas le but. Merci. Merci. Monsieur, du coup, qui a patienté un petit peu. Oui, je crois que madame a dit beaucoup de choses intéressantes, donc je vais essayer, parce que j'avais une idée d'intervention un peu dans le même sens. Mais alors, je vais attaquer par un côté plus terre-à-terre. Et finalement, j'ai fait ma carrière dans l'industrie. Il était intéressant de savoir pour décider d'une action. Or, quand on parle de médecine prédictive, on voit qu'aujourd'hui, bien souvent, et c'est la majorité des cas, et c'est en particulier le cas dans la trisomie 21 là, qui a été évoqué à plusieurs reprises,
il n'y a pas de remède connu. Dans ces cas-là, quel intérêt à continuer à essayer d'avancer plus dans des techniques qui finalement ne débouchent sur aucun espoir de thérapeutique? Je pense qu'il faudrait réorienter sérieusement les travaux en génomique vers le développement de thérapeutiques plutôt que de continuer à faire du diagnostic qui ne mènera à rien, sinon à dire bon, éventuellement on supprime le malade. Donc effectivement, dépister, si derrière il y a un traitement, il y a des mesures préventives, il y a des mesures correctives, et sinon, avant d'aller plus loin, mettre le financement sur des recherches de thérapie. Merci. Merci à vous. Oui, je voudrais apporter ma contribution suite à ce qui est dit monsieur là, sur le transhumanisme, etc., etc. Je crois qu'il ne faut pas rester dans des carcans du savoir actuel. À l'avenir, par exemple, ultérieurement, on crée des enfants en sous-traitant des machines, je dirais, pourquoi pas, mais dites-moi plutôt, que saura faire un être humain à cette époque-là? Quand on saura faire ça, vous dites pas tout ce qu'on aura pu mettre au point sur l'activité humaine qui sera peut-être considérable, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement, et on ne trouvera pas bizarre que l'homme n'a plus rien à faire, et notamment que c'est une catastrophe qu'il ne fasse pas lui-même ses enfants. Alors, déjà un exemple, vous citez tout à l'heure Jacob, avec son bouquin, là, les chevaux sont faits pour galoper, les hommes pour apprendre. C'est peut-être vrai quand il l'a écrit, mais ça n'a plus de sens au jour d'aujourd'hui. Quand on voit tous les rapports qui sortent sur les animaux qui apprennent, qui socialisent, qui cèdent, etc., etc., Jacob est à côté de la plaque. Mais il ne savait même pas à l'époque qu'il se passait quelque chose chez les animaux. Il vient de la même manière. Allez donc savoir qu'est-ce que sera un humain dans quelques années. C'est ça qui est la question qu'il faut poser. Pas rester figé dans les connaissances d'aujourd'hui. Et ben voilà. Moi, je voudrais prendre acte de toutes ces recherches qui se font, du moins en ce qui concerne la médecine prénatale et anténatale, sur les cellules humaines et notamment l'embryon à son stade de développement très rapide dans les quelques jours après la fécondation. Se pose alors la question de la reconnaissance de ce matériau, c'est comme ça que vous le considérez, me semble-t-il, comme une chose, comme un matériel de laboratoire, comme quelque chose sur lequel on peut intervenir. Et on a aux États-Unis actuellement des recherches de manipulation sur l'embryon très importantes pour arriver effectivement à sortir un humain ex nihilo quasiment. Quel est le statut de l'embryon qui est reconnu partiellement, notamment en droit des successions, comme un être à part entière, digne, comptant dans la postérité, et qui, au niveau génétique, est simplement un matériel. Donc il me semble très important de définir un statut de l'embryon comme personne humaine. Et je crois que M. Mattei, d'après ce que j'ai pu entendre, à Brest, avait reconnu la continuité du développement humain depuis la rencontre des deux gamètes jusqu'à l'homme sur le point de mourir. Sinon, j'aimerais bien connaître scientifiquement un critère qui permettrait de dire avant c'était un matériau et maintenant c'est un être humain dans l'évolution de l'embryon. Que dit la loi sur le sujet? Non. La loi, elle ne dit pas grand-chose parce qu'elle est un petit peu dans l'embarras face à certains dispositifs. Juridiquement, la personne naît juridiquement à la naissance de l'enfant, vivant et viable. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de protection apportée à l'embryon et au fœtus, notamment en matière de recherche. On fait pas tout ce qu'on veut, effectivement, c'est quand même encadré.
Mais c'est toujours, voilà, derrière ça, derrière ces enjeux, c'est le débat de l'interruption volontaire de grossesse, avec l'enjeu qui est derrière la qualification pénale. Si on considère que c'est une personne in utero, ça veut dire qu'on autorise le meurtre. Oui, mais c'est tout le débat. Mais ce débat, il a eu lieu au moment de l'adoption de la loi, on le sait, et il est récurrent. Mais juridiquement, le législateur, il fait... Il n'est pas clos. Il n'est pas conclu. Ah ben, il n'est pas clos. Les lois peuvent changer, les lois peuvent évoluer. Je n'ai pas vu de critères scientifiques qui concluraient à quelque chose. Je n'en ai pas entendu parler. Alors, moi, je pose une autre question. Est-ce que dans ce flou qui existe aujourd'hui, le CCNE n'aurait pas, je dirais, un rôle pour justement en sortir? Oui, mais quelle solution? Enfin, c'est compliqué. On est bien d'accord. Sur un plan scientifique, je ne vois toujours pas de critères qui permettent de me dire que à tel moment, ce fœtus passe du stade de fœtus à le stade de personne humaine. Alors, à part la naissance, ça, c'est pas un critère valable. Moi, je ne m'y connais pas suffisamment sur le plan médical, scientifique, du développement in utero. Si le délai de 12 semaines le délai légal a été fixé, c'est certainement lié à effectivement un développement anatomique, physiologique. Je vais... C'est là où chacun est libre, et c'est une conception et de la vie et de l'homme que vous faites. Et ça, il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas que le fruit de gènes, nous ne sommes pas que des mécaniques. Ah oui, mais comment légiférer là-dessus? Juste madame derrière toi. Ah bah attendez, il y a quelqu'un ici, je crois aussi, et après madame ici. Oui, alors excusez-moi. Je vais juste reprendre parce que ma question c'est autre chose, mais je reprends. On écoute le jeune. Voilà, merci. Je reprends ce que disait le monsieur, rapport à la naissance, à partir de quel moment on décide arbitrairement qu'un fœtus est humain ou pas. Donc nous, en France, il me semble que même le prince, c'est 12 semaines, c'est ça? Et on sait qu'à partir de 6 semaines, le cœur d'un enfant bat. On sait qu'à partir de 8 semaines, tous ces organes sont formés. Donc c'est vraiment une conception de l'humain qui est arbitraire. Voilà, donc ça c'est juste pour reprendre la question de monsieur. Et ma question à moi, c'est plutôt rapport à l'IVG, parce qu'on parlait de l'eugénisme, et je me demandais, vu que c'est autorisé, je cite pas du tout, mais je crois que le terme c'est si c'est utile, j'ai oublié comment ça s'appelle, si la famille ressent que c'est nécessaire pour elle. Donc à partir de quel moment on peut penser que c'est nécessaire qu'un enfant, vu que c'est un enfant quand même, meure pour le bien-être de la famille, vu que dans la plupart des cas, la nécessité, c'est ça. Donc certaines familles considèrent que c'est nécessaire pour elles, mais est-ce que le fait qu'un enfant soit trisomique, c'est nécessaire de le supprimer pour soi-disant son bien-être, alors que, comme le disait monsieur devant, un trisomique peut être heureux, c'est parfaitement possible. J'en connais un qui est très très heureux. Et voilà. Et donc, à partir de quel moment on décide, nous, en tant qu'humains, qu'on a le droit ou pas de supprimer la vie d'un autre humain? Donc, à partir de là, ça pose la question de savoir si quelqu'un dit que c'est nécessaire pour eux d'avorter, est-ce qu'il y a une législation qui vérifie que c'est vraiment nécessaire, ou alors c'est juste qu'en fait, ça les embête d'avoir un enfant, ils n'ont pas que ça à faire, et donc ils vont tuer parce que ça les arrange bien. Parce qu'à partir de là, il y a des exemples qui ont été assez camouflés. Je sais pas, je connais pas vraiment le truc, mais ça m'est remonté des exemples d'avortements vraiment pas injustifiés, parce que ça les contrariait dans les projets de vacances. Voilà. Si je me trompe, vous m'arrêtez, vous me prendrez. Mais je crois quand même que niveau avortement, je sais pas si la législation française prend vraiment en compte le concept de nécessité. Parce qu'on donne souvent l'argument pour le viol, oui, c'est indispensable. Je suis d'accord. Oui, je vois des. Mais je voulais savoir si en France, il y a un concept de nécessité qui est vraiment pris en
qui est vérifié, quoi. Savoir si on n'avorte pas pour un oui ou pour un non. Juste une précision, le débat de ce soir n'est pas pour ou contre l'IVG, pour ou contre l'avortement, qu'on soit clair. Le débat est sur la médecine préventive, je me permets, parce qu'on a eu la même situation à Brest et on a eu les mêmes déviations autour des questions. Après, on vous l'a dit, la parole est ouverte. Moi, mon rôle, c'est de modérer, donc j'aimerais bien qu'on revienne aussi vers le débat. Et puis on peut être pour ou être contre, il y a pas de... chacun est libre de son expression, mais c'est qu'à un moment donné, on a un thème de débat, on ne peut pas non plus partir dans tous les sens. Voilà. Bien sûr. Et on peut se poser la question, n'a peut-être pas été directement posée, on peut se poser la question de l'accès pour tous aux tests génétiques. À partir du moment où il y aura un accès sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le favoriser ou pas? Est-ce qu'il faut le réduire ou pas à certaines situations? Ici, il y a 3 mains qui sont levées. Alors, oui, voilà, mademoiselle avait levé depuis un petit moment. Votre question est très intéressante et je pense qu'il faut la recentrer là-dessus. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a un certain nombre de laboratoires qui proposent ces tests, y compris quand on est dans le domaine médical, on peut avoir accès à ces tests et ces tests donnent parfois des résultats, même si on veut une carte de son génome, complètement abracadabrante. Donc en fait, ça génère une économie de la génétique. Voilà. Après, ça pose la question, que fait-on de cette économie de la génétique à partir du moment où elle est ouverte au grand public, non plus pour soigner, mais pour connaître, comme l'avait dit notre philosophe qui est intervenu. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire, et vous et monsieur. En fait, ne pas être contre, ne pas être pour totalement, pas de dogmatisme en la matière, je suis bien d'accord, à condition qu'il y ait une éthique qui régule tout cet ensemble. Maintenant, il y a un comité d'éthique. Moi, je serais très intéressé de savoir, toute éthique se base sur un système de valeurs. Près de la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Toute éthique se base sur un système de valeurs, et ces valeurs, par essence, doivent être intangibles. Quelles sont ces valeurs du comité d'éthique ? Oui, alors, madame, et après on part en haut, c'est promis, monsieur. Moi, je rebondis sur la question, mais sous un angle économique. La question qui risque de se poser et qui va se poser, c'est de savoir combien coûtent tous ces tests, pour quels résultats, et est-ce que notre société est prête à mettre, l'assurance mutualiste de la sécurité sociale qui devait répondre à des problèmes de thérapie au service d'un partage de prise en charge de ces tests. En d'autres termes, est-ce que nous devons tous payer tous ces tests dont un certain nombre, et notamment sur tout ce qui est antinatal et prénatal, mènent pour un bon nombre à l'interruption volontaire de grossesse, et d'autre part, c'est-à-dire ce qui est contraire aux besoins de la société, qui est de se survivre. Et deuxièmement, pour les plus âgés, à l'euthanasie. Monsieur, alors. Écoutez, moi, je vais rebondir justement sur ce qui vient d'être dit. Alors, vous nous avez bien dit que le thème de la soirée n'était pas l'interruption volontaire de grossesse. J'en suis bien conscient. Ceci dit, quand je regarde, c'est bien une soirée qui porte sur des choses éthiques. Nous parlons de médecine prédictive, de tests génétiques. Le sous-titre, d'ailleurs, c'est les enjeux d'une médecine pour guérir à une médecine pour prédire. C'était aussi pour cela que j'avais, au début, demandé quel était véritablement le sens du mot médecine. Alors, toutes ces histoires d'enfants à naître, vous voyez bien que les termes sont quand même importants. Je reviens encore à ma sémantique. Je regarde j'ai écouté très bien ce qu'a dit le professeur Ferrec. Vers 18h44, ce sera facile, avec l'enregistrement, de vérifier que je ne raconte pas de bêtises. C'était le moment où il y avait projeté sur l'écran la diapositive où on voyait une amniosynthèse. Il dit, voilà le diagnostic d'une maladie chez un enfant. Donc vous voyez bien que le professeur Pérec lui-même voyait là,
Enfin, il a parlé d'un enfant. Vous voyez, c'est bon. Ensuite, première question qui a été posée ce soir, c'était au sujet de l'eugénisme. J'ai cru quand même déceler un certain embarras, vous voyez. Alors, la première personne a eu la chance d'avoir une réponse directe. Le professeur Pérec lui a dit, mais écoutez, je ne sais pas si on peut parler de bon eugénisme, de mauvais eugénisme, mais une chose est certaine, et bon, on pourra vérifier encore dans l'enregistrement que je ne raconte pas n'importe quoi, c'est que nous exerçons une sélection. Une sélection. Alors, qu'est-ce qu'une sélection d'une personne en fonction, enfin d'une personne, d'un embryon, si ce n'est, enfin voilà, vous voyez, c'est quand même des choses qui sont gênantes. Et voilà, quand on parle d'éthique, je pense qu'il faut s'intéresser à ces choses-là. Je prends maintenant les propos, enfin ce que nous a dit Madame Le Prince, qui était très intéressant, et qui nous a dit, que dit la loi? Elle dit que on peut faire un examen du génome à la demande du corps médical, n'est-ce pas? Il est prescrit, etc. À 3 visées: diagnostic, recherche, amélioration de la thérapie, dans la vue d'une prise en charge médicale. Alors vous voyez bien que lorsqu'on parle d'interruption volontaire de grossesse, j'aimerais bien qu'on m'explique, moi, où est pardon, je reprends les termes, la prise en charge médicale. Alors, tout à l'heure, des personnes ont parlé d'euthanasie. Effectivement, alors on peut considérer à ce moment-là que l'embryon, avant un certain stade de développement, ne présente pas les caractéristiques de développement qui le convertissent en une personne humaine. Mais on peut alors, de la même façon, penser qu'une personne atteinte d'une maladie dégénérative, au bout d'un certain temps, est tellement dégénérée qu'elle ne présente pas non plus les caractéristiques d'une personne humaine. Et donc, vous voyez, c'est pour cela que l'éthique, ce n'est pas si fermé. Vous voyez, je pense que vouloir clore le débat sur ce qui se passe avant la naissance d'une façon aussi péremptoire que vous avez voulu le faire, monsieur l'animateur, n'est pas forcément la meilleure solution. Je suis modérateur et je tenais à ramener le débat parce que là, ça faisait 4 questions qu'on posait sur l'IVG. Moi, je vous dis, les gens sont pour, les gens sont contre, chacun pense ce qu'il veut. C'est juste qu'au bout de la 5e question sur ce sujet précis, là, on vient de parler justement du coût de ces tests. C'est tout. C'est que il est déjà moins 25. C'est que juste les gens ne soient pas frustrés en sortant. Voilà. Allez-y. Oui. D'abord, je crois qu'il y a monsieur qui a... Oui. Vous levez, monsieur, que oui. Les gens vous voient. Merci. Bon, moi je voulais revenir sur la question de la médecine prédictive. C'est pas pour prendre une position ou autre chose, c'est pour donner un témoignage sur la santé animale. C'est-à-dire qu'on est actuellement en train de mettre, et j'en suis, en train de mettre dans les élevages tout un tas de capteurs, etc. Et sur la médecine prédictive, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas seulement de la génétique, mais on s'occupe de l'alimentation, on s'occupe de ce qu'on appelle l'écopathologie à Ploufragan, c'est-à-dire toutes les données d'environnement pour tout ce qui concerne la médecine prédictive animale. Donc, réduire la médecine prédictive à uniquement une question génétique me semble une réduction. Deuxièmement, ce que je peux apporter aussi dans ce côté décalé de parler de santé animale, c'est-à-dire qu'ici on a parlé de maladie, nous on parle de plus en plus de bien-être et il y a tout un tas de définitions et de débats aussi dans ce milieu-là vétérinaire où on parle des 5 libertés de l'animal, c'est-à-dire la liberté de se mouvoir, la liberté de pouvoir exercer toutes ce qu'on appelle ces instincts ou ces comportements normaux, etc. Donc, ce que je voulais apporter, c'était ce petit décalage de voir qu'est-ce qui peut différencier à la fois la médecine prédictive en humaine et en santé animale, et sinon ce qu'est une éthique ou ce qu'est le bien-être pour les humains et pour les animaux. Merci de votre question. Alors, madame et monsieur. Non, allez-y, mademoiselle, ou madame, enfin, allez-y, vous aviez levé la main avant. Je vous remercie. Je voudrais juste donner un léger témoignage qui pourra, je pense, éclairer tout le monde sur l'importance de la question de l'IVG dans cette assemblée. Je serai très brève.
Ma mère m'a eu à 40 ans, enfin elle avait 40 ans quand je suis née. Elle a dû subir la myosynthèse, etc. Si elle avait écouté les judicieux conseils de la médecine à l'époque, je ne serais pas née. Voilà. Donc pardonnez-moi de vous dire, voyez, j'en tremble. Je préférerais que les médecins fassent leur métier actuellement pour les gens qui sont vraiment malades, plutôt que pour les femmes qui prétendent être malades. Je vous remercie. Monsieur. Bien. Bon, je reviens sur la question qu'est-ce qu'une personne humaine. Justement, on parle de médecine prédictive. Travailler dans les stades initiaux de la vie pour en tirer des leçons sur ce qui va se passer après dans l'existence d'une personne, c'est bien prendre acte du fait qu'il y a une continuité, effectivement, entre l'instant initial et la mort de l'individu. Je repense au débat qui a agité le monde après la découverte de l'Amérique, où on a découvert qu'il y avait en Amérique des Indiens, on appelait ça des sauvages à l'époque, et il a fallu un débat qui a enflammé l'Église à l'époque d'ailleurs, puisque c'est là que s'est posé le débat. Les sauvages sont-ils des hommes ? Maintenant, on sait qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de sauvages, il y a une espèce humaine. Aujourd'hui, donc on en est toujours vis-à-vis de l'embryon, à se poser des questions, alors que l'évolution technique de la médecine et des connaissances montre qu'il y a une continuité dans l'existence humaine. Sinon, pourquoi ne pas arrêter, ne pas dire, finalement, l'enfant, le bébé pas encore sevré, n'est pas encore une personne humaine parce qu'il n'a pas son autonomie. Donc, je développe tout ceci pour dire, finalement, si on a un débat sur la bioéthique, c'est bien pour dire qu'il faut tenir compte de l'avancement des connaissances pour faire évoluer la loi et non pas tenir compte du contraire, et que des fois, des choses qui étaient autorisées par mes connaissances peuvent, justement, à l'issue de cette démarche bioéthique, devenir non licites, non éthiques, du fait de l'évolution des connaissances. Et je pense que vis-à-vis de l'embryon, on est dans ce cas-là. Merci. Monsieur, alors. Oui, 2 points, puisqu'il y a un double titre, médecine et test. La médecine, c'est un dialogue entre un médecin et sa patiente. Et madame, je suis navré, mais il y a 40 ans, je suis certain que les médecins qui ont fait une myosynthèse, ils ont expliqué à votre mère les conséquences possibles. Et on ne l'a sûrement pas obligé à faire une myosynthèse. Et ça, j'en suis certain. Deuxièmement, pour les tests. Eh bien, on va être confronté, puisqu'on est là pour parler d'une révision de la loi. C'est une loi qui va s'imposer. Or, il va être très difficile que nous déterminions une loi, puisque dans les pays voisins, on s'est toujours comparé aux pays voisins. Regardez un peu notre histoire, l'évolution de nos lois. Et vous êtes ici très nombreux à parler de l'IVG ce soir. Eh bien, nos lois sont aussi imprégnées de ce qui se fait autour de nous. Et ça va être très difficile d'avoir des lois, même si nous voulons être le dernier Gaulois à défendre un territoire, on sera quand même imprégné par ce qui se fait autour de nous. Et on voit bien qu'aujourd'hui, pour 100 €, on peut avoir un test ADN aux États-Unis en passant par Internet. Ça va être très difficile, il faut qu'on soit très solide pour résister. Merci. Pour élargir le débat, il y a une variable qu'on n'a pas encore abordée, c'est la notion ARS ou santé publique. Je rappelle le débat, par exemple, sur les vaccins. Vous savez, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais budgétairement, c'est intéressant de faire la vaccination. Autrement dit, je rappelle que les affaires du financement de la santé n'est pas réglée en France au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Ça aurait été bien que dans les orateurs, il y ait aussi un représentant de la santé publique disant qu'il comptait ferme sur tout ça, toute cette mise en place pour baisser ses dépenses et pas pour, je veux faire un peu le dictateur du budget, non, mais c'est pour dire, il y a peut-être aussi la variable, ça sera nécessaire d'utiliser tous ces tests
parce qu'on a besoin de baisser le budget santé en France. C'est une variable à prendre en considération. Il n'y a pas que la morale, il y a aussi la nécessité économique à assumer. Oui, pardon. Est-ce que c'est une réaction parce que, juste, je crois que vous voulez réagir, monsieur, par rapport à ce que monsieur vient de dire? Oui, c'est la personne juste avant, donc ensuite, Ah bon, allez-y si vous voulez. Non, enfin, pas nécessairement, il n'y a pas de... Si, mais si, autrement on va perdre le fil. C'est pour ça. C'était juste ce que disait, donc je suppose, le médecin, non? Vous aviez l'air de... qui est intervenu avant, qu'en effet, on risque d'être, entre guillemets, phagocyté par les cultures des autres pays. On peut aussi imaginer qu'on donne l'exemple aux autres pays et que ce soit nous qui les phagocytions, à l'inverse. Soyons optimistes. Et je trouve intéressant aussi de reposer cette question qui est un petit peu en filigrane dans les interventions. Vous avez, les intervenants ont beaucoup parlé de lois évolutives, de sociétés qui évoluent, etc. Mais finalement, en éthique, est-ce qu'on aborde des thèmes qui évoluent, notamment ceux de la dignité, du bonheur, du sens de la vie, etc. Est-ce que ce sont des choses qui évoluent et qui dépendent des représentations de chacun sur sa vie ou des représentations de la société sur ces thématiques? Ou est-ce qu'on est sur des sujets qui sont, à travers le temps, l'espace et les cultures, et avec un fondement auquel la loi finalement ne peut pas vraiment changer quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que la loi ou les dispositions prises peuvent fondamentalement changer ce que c'est que la dignité humaine, ce que c'est que le sens de la vie et ce que c'est que le bonheur humain? Alors, monsieur qui réagissait ici, voilà, oui. vous avez le micro, monsieur. Oui, je réagissais là sur le coût. Je peux vous dire que, alors déjà, si vous voulez, prévision, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on me dise... Près de la bouche, monsieur. Qu'on me dise ce que j'ai. Hein. J'ai eu 2 cancers, 2 embolies, et puis voilà quoi. Hein. Bon, mais quand je vois le coût que j'ai coûté à la sécurité sociale depuis que je suis à la retraite, ça fait 18 ans, 60 ans, et donc, très vite, on fait le calcul, l'euthanasie, elle est réglée. Moi, soleil vert, il n'y a aucun problème. Hein? Non, mais c'est vrai. Mais un PET scan, vous savez combien ça coûte? 1 000 €. J'en ai eu 2. IRM de la tête, 4 en un an. Pour l'instant, ça a l'air de marcher encore. Et puis, donc, 2 cancers. On m'a enlevé l'œsophage, la moitié de l'estomac. Cancer de la prostate. J'ai eu plein de trucs. Et je suis là. Mais je vis bien. Et c'est là aussi que, si vous voulez, malgré les prévisions, malgré tout ça, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Bon, en tout cas, vous nous donnez de l'espoir, monsieur, parce que ça va. Hein. Je le trouve plutôt bon pied, bon oeil ce soir. Hein. Juste pour 2 ou 3 réflexions. Oui, une alors qui s'adresse pour moi au Comité national d'éthique, au CCNE, parce que lors dans les réflexions actuelles, le comité, qui est un comité d'experts, dit voilà, nous, par exemple, on n'est pas d'accord pour telle chose, et ajoutant en fin de commentaire, mais 80% de la population est pour. Je crois que ce n'est pas le rôle du comité d'éthique de dire quelque chose comme ça. Après, ce sont politiques. Mais ce n'est pas au comité d'éthique de dire qu'ils disent en tant qu'expert, on pense telle chose, ok, en tant qu'expert, mais il n'a pas ajouté, mais la population à 95% pense ça. Autrement, elle ne joue plus son rôle d'expert totalement neutre, indépendant. Ça, c'est une première réflexion, mais qui ne s'adresse pas à nous, mais au CCNE. 2 ou 3 autres réflexions. Qu'est-ce que la médecine? En tant que déjà un médecin un peu âgé, sur le bord de la touche pour certaines raisons pour l'instant, je dirais que la médecine, c'est soigner, prendre soin de soigner, guérir autant que possible, mais dans tous les cas, accompagner mon frère en humanité qui est malade. Voilà pour moi l'approche que j'ai de la médecine. Et n'oublions jamais notre humanité commune. Et ce qui est décidé pour une personne peut concerner le voisin.
Et nous sommes tous solidaires. C'est sans doute une des caractéristiques de l'humanité par rapport aux animaux, au sens large. Mais notre identité commune, c'est aussi la parole, que les animaux n'ont pas. Donc, c'est important. Et le débat de ce soir est très important pour entendre les uns et les autres. Deuxième chose, concernant la prise en charge de l'homme, c'est vrai qu'il y a une part, même si dans certaines maladies, on saura qu'à 100%, on aura la maladie, et vous aviez raison, M. Porte, on ne peut jamais prévoir comment la personne va réagir à l'annonce du diagnostic. On ne peut jamais prévoir. Et parce qu'en humanité, on est dans une incertitude qui est, heureusement, qui est inhérente à notre humanité. Donc attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit. C'est mon deuxième point. Troisième point, je crois qu'il y aura peut-être des choix à faire financiers. Parce que les traitements coûtent cher, la recherche coûte cher, etc. Et personnellement, je vous dirais qu'à titre tout à fait personnel, mais qui concerne quand même, à mon avis, beaucoup plus de personnes malades. Là, je parle en tant que malade. Je crois que s'il y a des choix financiers à faire, à mon avis, il faut quand même toujours considérer le plus grand nombre de personnes. Si on fait de la recherche prédictive et que ça va concerner 1000, 2000, 3000 personnes, et qu'on a un choix financier à faire, je préfère qu'on consacre plus d'argent pour la recherche sur la santé, qui va toucher 1 million ou plus de personnes. Et quelle peut être la réaction de la personne? Simplement à titre individuel, il y a 33 ans, 34 ans qu'on m'avait dit un jour, j'étais jeune interne, on m'a dit, si tu avais un cancer, qu'est-ce que tu ferais? Et j'avais répondu, je ne sais pas. Et quand j'ai eu mon premier cancer, à 33 ans, je sais ce que j'ai fait, je me suis battu. Et je suis toujours là. Quand j'ai eu mon deuxième cancer il y a 4 ans, je me suis battu et je suis encore là. Et je suis toujours actuellement avec un troisième cancer, pour lequel, au mois de juillet, on m'a dit, tu as 2 ans à peu près à vivre. Enfin, je le savais parce que je suis un peu médecin de temps en temps, donc j'avais lu un peu ce qui se passait. Et je savais que j'avais à peu près ça, 2 ans de vie. Et merci à la recherche génomique, parce qu'en juillet dernier, ils n'avaient trouvé aucune mutation génomique. Et j'ai eu confirmation la semaine dernière. Donc avec le traitement que j'ai en chimio, au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près, si je n'ai que la chimio, j'ai 1 an devant moi. Mais je gère, et si ça ne marche pas, les traitements ciblés, comme on dit, je sais comment je vis avec. Voilà. Par contre, mon pneumologue m'a dit avec un grand enthousiasme, il me dit, tu sais, on a repris le dossier, enfin la plateforme de Rennes a repris le dossier, ils sont allés beaucoup plus loin dans les recherches, et ils ont trouvé une mutation génomique. Ça veut dire que je vais pouvoir émerger à ce traitement ciblé. Voilà. Et ça va même être géré par un grand centre américain, puisque au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'expérience sur les cancers du poumon avec ce type de mutation. Donc, merci à la recherche. Et s'il y a un choix à faire un jour, je crois qu'il faudra privilégier le plus grand nombre de personnes. Est-ce qu'on va privilégier, comme je vous disais, 1000, 2000, 3000, 5000 personnes potentiellement à venir, ou 10 000 peut-être, eu égard aux centaines de milliers ou de millions de personnes peut-être qu'il faudrait plutôt penser au moins, et si possible, à guérir. Merci. Merci à vous. Monsieur ici qui est... Oui, très rapidement et avec beaucoup de modestie, après le témoignage qui vient d'être exprimé. Juste quelques mots, sans vouloir polémiquer, sur le propos du monsieur à lunettes tout à l'heure s'agissant de l'ARS. Vouloir réduire la question des tests génétiques, mais c'était peut-être une provocation délibérée de votre part, donc je suis très très réservé et prudent, mais vouloir réduire la question des tests génétiques avec tous leurs tenants et leurs aboutissants qu'on n'arrive même pas à maîtriser, vouloir réduire une question comptable ou d'équilibre budgétaire, ça me paraît extrêmement effrayant. Merci. Monsieur et après madame, ça sera la dernière question, madame ici. Allez-y monsieur. Pour faire suite à l'interpellation de Jean-Charles tout à l'heure, de revenir là, sur la généralisation des tests génétiques. Là, le CCNE a fait le choix de séparer les questions. La médecine prédictive, la PMA
Et puis, il lance une séquence aussi sur la fin de vie, alors que le législateur vient de statuer il y a 1 an à peine. Je ne suis même pas sûr que tous les décrets d'application de la loi Claes-Leonetti soient encore sortis. Donc, peu importe. Mais pour revenir à la question de Jean-Charles sur la généralisation des tests génétiques, ça paraît d'une évidence triviale que, immanquablement, une telle généralisation induira des comportements différents sur la PMA. On sélectionnera davantage. Si jamais, c'est arrivé en Suisse, là, j'ai entendu ça il y a quelques jours sur une radio que je ne nommerai pas, mais une loi en Suisse sur le décryptage du génome sera communiquée. Donc peut-être communiquée aux assurances. Donc là, ça effraie énormément les Suisses. C'est évident. Donc de toute façon, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que les questions sont extrêmement liées. La manière dont on porte le regard éthique sur le début de la vie influe sur la manière dont on porte le regard éthique sur la fin de la vie. Et enfin, une dernière remarque sur la médecine et le déplacement aujourd'hui qui s'opère sur l'art médical. On parlait de consentement tout à l'heure et puis on nous a dit on arrive à une médecine défensive aujourd'hui. Les équipes de soins ne sont plus en train de construire une alliance de confiance avec leurs patients, mais en train de les regarder comme qu'est-ce qui va bien m'arriver si je ne remplis pas tel ou tel critère ou telle case. Je trouve que sur le plan du consentement, justement, ça sape à la racine la relation de confiance que le médecin et l'équipe de soins cherchent à entretenir avec son patient. Merci à vous. Dernière question ou dernière intervention, en tout cas, pardon, avec madame. Tout d'abord, merci aux 3 intervenants pour vos propos, qui ont été très enrichissants, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qui a été dit. Après avoir entendu tout ce qui a été dit ce soir, et regardant le titre de la soirée, « Médecine prédictive, test génétique, les enjeux d'une médecine pour guérir à une médecine pour prédire », je me pose une question. Qui dit médecine pour guérir à une médecine pour prédire semblerait peut-être envisager que, et cela a été dit d'ailleurs par un certain nombre d'intervenants dans la salle, que la médecine pour guérir laissera la place à la médecine pour prédire. Mais les médecins sont des gens très compétents, ce sont des scientifiques de haut niveau généralement. Mais regardent-ils vraiment dans les boules de cristal ? Merci madame. Alors moi, je voulais vous remercier puisque les médecins en ont pris plein la figure. Bon, je suis gynéco-obstétricien et je voulais vous rassurer en vous disant qu'on dit à une femme « vous attendez un enfant » et non, vous attendez un amas de cellules. Je terminerai par quelques mots brefs. Il n'est pas question évidemment de faire une synthèse. Ce que vous avez dit va faire l'objet de réflexion, d'analyse, et puis va remonter progressivement. Ça va nourrir la réflexion sur la loi. Derrière toutes vos questions, il y a une grande interrogation sur la médecine de demain. Et ça, c'est important. Mais il faut se rappeler aussi que peut-être qu'on a quelques principes éthiques de référence qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous guider. Nous avons des opinions qui sont très différentes. C'est le fait d'une société pluraliste. Nous ne partageons pas tous les mêmes valeurs. Nous n'avons pas de ce fait le même jugement. Mais la pratique commune de la réflexion, partager nos opinions, nous interroger, en chercher les raisons, cela peut permettre de progresser vers une certaine entente à partir de la reconnaissance que derrière tout cela, il y a quand même des valeurs communes. C'est la dignité de la personne et le respect de cette dignité. Il faut l'avoir toujours à l'esprit. Merci pour votre participation. Il faut que je fasse un certain nombre de remerciements. Merci pour la richesse de vos échanges.
le caractère intéressant aussi de vos questions, même laissées en suspens. Merci donc à tous les participants. Merci aux intervenants pour la qualité de leurs interventions. Merci, Monsieur Hugo, d'avoir animé cette deuxième partie. Je remercie aussi, au nom de l'espace de réflexion éthique, les responsables du campus et de l'université Rennes 2 qui ont permis qu'ait lieu en cet endroit cette soirée, ces échanges. Merci aussi, même si on n'a pas pu tous en profiter, loin de là, merci à ceux qui mettaient à notre disposition, le Crous qui mettait à notre disposition un peu de boisson à côté. On a profité, mais enfin... Et puis, je pense aussi à tous ceux qui nous ont aidés dans la communication. Ça ne s'est pas fait toujours à temps, mais enfin, merci pour ceux qui ont contribué à diffuser l'information. Merci à la mairie qui nous a apporté son soutien, aux techniciens qui nous ont permis aussi d'utiliser le matériel qui est ici, aux étudiants qui ont filmé, qui ont enregistré. Ce sera grâce à eux qu'on aura à notre disposition ce matériau qui pourra être mis en ligne dans le site de l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Merci au personnel de l'espace de réflexion éthique de Bretagne qui nous a aidés à organiser cette soirée et aux bénévoles de l'espace de réflexion éthique à Saint-Brieuc qui ont été à votre service. Merci à tous. Je tiens juste à vous dire pour le questionnaire, si vous n'avez pas eu le temps de le remplir parce qu'il est assez fourni, que vous avez discuté avec nous, qu'on a échangé, vous pouvez le poster. Il y a l'adresse sur cette dernière page, à envoyer par courrier à l'adresse suivante. Voilà. Et puis il y a toutes les adresses mail ou les sites sur lesquels vous pouvez déposer vos témoignages. Consultez évidemment les vidéos si vous le souhaitez. C'est sur cette page-là. Donc n'hésitez pas. On nous a fait la remarque à Brest que le questionnaire était un peu long à remplir pendant la séance. Donc n'hésitez pas. Je voudrais ajouter simplement un merci, un grand merci. Il s'adresse à Charles Saki pour cette belle soirée. J'aurais voulu aussi rappeler qu'il a été à l'origine du premier espace éthique de réflexion de Bretagne. Merci, Jérôme.